Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'avoir bravé et le beau temps et les ponts successifs du mois de mai. Nous sommes très fiers et très heureux d'accueillir Daisy Delogu pour cette conférence. Daisy Delogu est donc professeur de littérature médiévale à l'Université de Chicago, avec laquelle, magnifique université, avec laquelle le Collège de France s'enorgueillit d'avoir une convention. Et donc, Daisy est une des âmes de ces rapports réguliers, de ces échanges entre le Collège de France et l'Université de Chicago. Elle est là pour une semaine et elle sera là encore mardi prochain à donc participer au séminaire que donc j'anime avec François Foronda sur les littératures du réveil pour une histoire de l'engagement politique au Moyen-Âge. On la retrouvera donc avec Laetitia Tabar ici présente pour évoquer lors de cette troisième séance de séminaire justement ces questions du rapport entre rêve politique et rêve amoureux. C'est une des principales voies de sa recherche innovante. Daisy Delogu est une des justement des autorités internationales qui nous permettent de prendre langue, nous les historiennes et les historiens, avec la littérature de la fin du Moyen-Âge et au fond sa méthode d'analyse des textes très inspirante pour nous qui rend compte et des effets de contexte et de la littérarité de ces textes nous permettent effectivement un dialogue fructueux. Ce dialogue, il a commencé évidemment avec Alain Chartier, dont Daisy Delogu est une des spécialistes les plus éminentes, avec Emma Caillet, dont on avait parlé lors de la première séance. Elle a donné les livres de référence sur Alain Chartier, qui nous a permis justement d'engager cette réflexion sur la notion d'engagement politique et ses rapports avec la littérature et la littérature amoureuse qui est aussi un des objets de ta recherche, et son dernier livre collectif sur le roman de La Rose en porte témoignage. Et je n'oublie pas non plus ton grand livre paru en 2015 à Toronto sur le corps allégorique, qui a profondément renouvelé notre conception non seulement de la littérature politique de la fin du Moyen-Âge, mais au-delà des imaginaires du gouvernement qui agissent effectivement par les textes, mais pas seulement par eux, dans les sociétés politiques. Et c'est bien ultimement ce rapport entre littérature et société politique qui nous réunit. Tu as choisi de nous faire bénéficier d'une recherche originale et on a hâte de t'écouter sur cette figure du cerf dans l'imaginaire médiéval, à mi-chemin, on l'a compris, entre la littérature politique et la littérature amoureuse, puisque lorsqu'il s'agit de domination, évidemment, on peut avoir des dominations honorables, c'est celle de la dame et de son amoureux, mais sous cela peut aussi tourner à l'asservissement, et c'est l'ensemble de cet imaginaire que tu te proposes de déployer amplement devant nous. Merci Daisy, tu es la bienvenue, tu es ici chez toi et je te donne la parole. D'accord, merci. Je tiens d'abord à remercier très chaleureusement mon collègue Patrick Boucheron pour cette invitation qui me fait autant d'honneur que de plaisir, ainsi que tous ceux et celles du collège qui ont préparé et facilité ma visite. Donc, le cerf médiéval retient depuis longtemps l'attention des historiens qui ont étudié les formes médiévales de servitude et se sont interrogés sur leur rapport à l'esclavage romain, examiné le vocabulaire changeant employé pour désigner ceux et celles qui occupent des positions de servitude et cherché à préciser les conditions d'existence des serfs
qui varient énormément selon la période et la géographie. Dans le champ anglo-américain, je cite à titre d'exemple les travaux de Paul Friedman, Christopher Briggs, Constance Britton-Bouchard, et dans l'historiographie française, on pourrait remonter aux ouvrages séminaux de Marc Bloch, Georges Duby et Dominique Barthélemy, entre autres. Ce qui ressort de ces études est tout d'abord le principe que la définition du cerf, la façon de son devenir et la nature des contraintes qui pèsent sur lui ne fassent pas l'unanimité, ni à l'époque, ni de nos jours. Ceci est vrai même quand on examine un contexte relativement restreint. Dans une étude très pointue, très fine à mon sens, Roland Viadet se penche sur une enquête faite en 1246 dans le village de Penautier, situé au nord de Carcassonne, suite à la croisade albigeoise. Son article, taillé à merci, en franc et serre Questot de Penautier au milieu du XIIIe siècle, démontre que la servitude s'avère une condition vivement contestée. L'enquête dont parle Viadet a pour objet de régler un conflit survenu entre les habitants du village de Penautier et les beyles de l'administration royale quant à la nature et le montant des tailles demandées par rapport au passé. Mais elle a pour effet de créer une fondation pour, je cite, les principes de prélèvement futur, et ceci au moyen d'une manipulation adroite des questions posées aux habitants et aux réponses consignées dans la documentation qui nous est parvenue. Celle-ci nous permet de voir la complexité de la terminologie qu'emploient les habitants pour exprimer la spécificité de leur situation, nuance dont on aperçoit le poids, même quand le sens exact de certaines expressions nous échappe. Ainsi, Viadet souligne, je cite, la diversité des situations concrètes, la polysémie des pratiques et les interprétations contradictoires qui pouvaient en être tirées. En outre, Viadet nous avertit de ne pas réduire l'enquête à l'imposition unilatérale du pouvoir royal sur une population homogène et soumise. Au contraire, les luttes concernant le servage et les questes se déroulaient dans un contexte de concurrence entre seigneurs multiples et de rivalité plus ou moins feutrée entre des groupes de dépendants aux intérêts très divers. À la différence de Viadet, l'historien Nicolas Carrier étudie le servage et la servitude sur une très longue durée et une superficie beaucoup plus ample. Sa monographie, Les usages de la servitude, seigneurs et paysans dans le royaume de Bourgogne, XVIe au XVe siècle, nous permet d'apercevoir les visages que la servitude a pris successivement et les usages qu'on en a fait au cours des siècles. Car si l'opposition franc-serf reste pertinente tout au long de ce millénaire, les critères qui déterminent l'appartenance d'un individu à une catégorie ou à l'autre changent, témoignant de l'inventivité des classes dirigeantes à trouver de nouveaux moyens d'assurer leur ascendance économique et politique. N'étant pas historienne, et j'en suis très consciente ici, je ne prétends pas contribuer aujourd'hui à ce champ scientifique important. Ce que je propose en revanche est une lecture littéraire du cerf. De façon générale, les littéraires ont fait peu de cas de la figure du cerf, peut-être parce qu'il occupe une place relativement réduite dans les textes littéraires, ou peut-être puisqu'on pense savoir déjà de qui et de quoi il s'agit. Interroger le cerf dans le contexte des sources littéraires nous amène dans des zones d'indistinction, d'instabilité, où les qualités même de la poésie, sa non-linéarité, son intertextualité, sa mouvance, nous permettent de rapprocher des textes hétérogènes qui se font écho à travers la reprise des images et des mots et qui instaurent ainsi des réseaux de signification qui suggèrent, plus qu'ils ne délimitent, les possibilités d'une figure toujours en état de devenir. Tandis que les sources historiques renvoient aux individus et aux populations dans leur existence matérielle et vécue, les ouvrages littéraires entrent en relation surtout avec d'autres textes. Je mets en exergue cette précision, non pas puisque je cherche à nier ou à négliger la réalité brutale du quotidien de la plupart des serfs médiévaux, mais pour proposer que pour les textes littéraires de la fin du Moyen Âge, la servitude fournit également un langage et un imaginaire qui permettent la conceptualisation des questions d'attachement, de dépendance, d'ordre social et politique,
et qui permettent aussi de concevoir les contours d'une existence libre ou non libre d'une manière qui dépasse le sens juridique de cette distinction. Et le public, pour ces textes, rappelons-nous, est une élite. Ainsi, de façon paradoxale, ceux qui s'imaginent à la place du cerf sont ceux-là même qui profitent d'une structure sociale bâtie sur l'exploitation du travail des autres. Les textes qui nous intéresseront aujourd'hui furent rédigés au cours du XIVe siècle, entre les années 1330, plus ou moins, et le tournant du siècle, une période marquée par la peste, les soulèvements populaires, le schisme, la guerre de Cent Ans, la folie du roi, et qui a donné lieu, je suggère, à un sentiment généralisé d'angoisse et de précarité. Le poème qui nous mettra sur les traces du cerf littéraire est aussi celui qui est à l'origine de mon questionnement à ce sujet, car il inclut une formulation paradoxale qui m'a vivement frappée alors et qui, depuis, n'a pas cessé de m'occuper. C'est le cerf de cour. Le poète, musicien, mathématicien et ecclésiastique Philippe de Vitry rédigea le Dit de Franc-Comtier, poème où il compare le personnage éponyme au cerf de cour. S'appuyant sur l'opposition fondamentale cerf et franc, Vitry associe les conditions de liberté et de non-liberté aux individus, Gontier et le courtier, qui, selon les attentes du public, auraient dû occuper le statut contraire. Je chercherai à dégager le sens de la formulation de Vitry en la situant d'abord par rapport à une tradition classique et ensuite par rapport à la production lyrique et surtout du poète-musicien célèbre Guillaume de Machaut, qui, lui, intègre le cerf dans son contexte courtois aussi bien que moral. Oh, j'ai sauté de... Voilà. Dans un deuxième temps, nous prendrons en considération les traductions de Nicole Orem de l'œuvre dite morale d'Aristote. Je m'intéresse tout particulièrement aux gloses d'Orem, où, visiblement troublé par la catégorie du cerf, il cherche à plusieurs reprises, et sans grand succès à vrai dire, à la cerner. Pour autant que les principes de composition et les méthodes intellectuelles d'Orem se distinguent de celles des poètes, on s'aperçoit néanmoins que ces auteurs sont tracassés par les mêmes incertitudes et inquiétudes. En outre, la mise en conversation de ces sources disparates nous montre que séparer la poésie de la prose, la production courtoise de la production dite savante, les corpora en langue vernaculaire de ceux en latin, néglige ou supprime la réalité qu'une élite culturelle et politique limitée et relativement homogène produit et lit au-delà des frontières que nous imposent nos disciplines ou nos unités scolaires contemporaines. Le poème que nous examinerons dans la troisième partie de cette conférence illustrera cette idée. Écrit par le chancelier de l'Université de Paris, Pierre Dailly, au tournant du XVe siècle, le poème constitue une reprise évidente du poème de Vitry, mais entre également en dialogue avec les idées d'Orem, aussi bien qu'avec le roman de la Rose, chef-d'œuvre du XIIIe siècle. À la différence de Vitry, Dailly place au centre de sa réflexion la figure du tyran, autour de qui se rassemblent, mais sans se résoudre, les éléments multiples qui peuvent déterminer, quoique jamais de manière définitive ou totalisante, la condition du cerf. Ces textes hétérogènes nous permettront de tracer les contours d'une figure toujours en mouvement. Philippe de Vitry fut l'un des intellectuels les plus appréciés de la première moitié du XIVe siècle. Son Dit de Franc-Comtier n'est pas datable avec précision, mais j'aurais tendance à les placer dans les années 1340, à proximité de la composition du motet Cola y Ugo, qui développe également une thématique anticuriale et qui fut le motet le plus largement diffusé de Vitry. De nos jours, le personnage de Gontier s'avère mieux connu à partir de la parodie qu'en fit François Villon un siècle plus tard que dans la version originale. Toutefois, il est évident que le poème de Vitry circula dans des contextes curieux et universitaires et qu'il avait une influence non négligeable dans ces milieux. Le dit est composé de 4 huitains décasyllabiques, dont les 2 premiers mettent en scène Gontier et sa dame Hélène, et les 2 derniers reprennent la chanson de celui-là.
Mary Radcliffe et J.J. Halligan ont qualifié ce poème de pastorel rustique parce qu'il met en scène les activités et les paroles des ruraux en épousant la perspective d'un poète témoin qui leur est étranger et qui partage plutôt la condition des lecteurs que celle des personnages. Le dit se déroule dans un contexte bucolique. Ici, je vous donne la citation de l'ouverture. Le poète témoin décrit ensuite le repas de Gontier et d'Hélène, notable pour son abondance et sa simplicité, et observe l'affection réciproque du couple. La chanson de Gontier, transmise en discours direct, se distingue par son cumul d'expressions négatives. Ne sais, je n'ai, ne, jamais ne. Ce que Gontier ne sait pas, n'a pas, n'éprouve pas, sont les marques de la richesse, la peur qu'éprouvent les puissants, la soumission imposée aux impuissants, la présence oppressive du tyran et les vices qui affligent ceux de la cour. La chanson de Gontier conclut avec l'affirmation de son propre bonheur. L'amour me pèse en joyeuse franchise, moult j'aime Hélène et elle mouille sans faille et c'est assez. Le poème se termine avec le jugement du poète témoin qui établit l'opposition centrale de l'œuvre et introduit la figure paradoxale mentionnée ci-dessus. Las, serre de cour ne vaut maille, mais franc Gontier vaut en or jamais pur. Le cri de douleur du poète, las, suggère qu'il trouve un rapport entre sa propre situation et celle de la figure dévalorisée et lamentable du cerf. Et si Gontier, en revanche, occupe une place sociale, celle du rustre, qui aurait plus tendance à coïncider avec un état non libre que libre en termes juridiques, en quoi consiste sa franchise? Remarquons tout d'abord que Gontier incarne une expertise diversifiée qui est valorisée dans les traités d'agronomie. Sa borde portable fait partie de l'équipement du berger, tandis que sa hache le montre exploitant les ressources de la forêt. En plus, la présence audible de Gontier souligne son droit à ces ressources. Il jouit librement des fruits de son travail, et il en dit autant. D'un point de vue économique, il ne doit rien, paraît-il, à qui que ce soit. Ensuite, son attachement à Hélène semble librement choisi et fondé sur une affection réciproque. On ne dirait pas qu'il soit son homme. Les structures chiastiques, les verbes réciproques et les binômes distingués par genre soulignent l'harmonie et l'égalité relative qui règnent au sein du couple, rapport qui se démarque de façon notable des autres sociétés microcosmiques que nous aurons l'occasion d'examiner aujourd'hui, à savoir le couple de la lyrique courtoise et la société aristotélicienne, qui se fondent toutes les deux sur des relations hiérarchiques et qui incorporent le cerf. Et finalement, la conclusion de la chanson de Gontier, « C'est assez », exprime sa satisfaction totale. Il n'est pas dominé par ses propres désirs ou ambitions. Si la question de ce qu'on doit, par exemple la taille à merci, la corvée, l'entretien du château, etc., et celle de à qui on est, dans le sens de être l'homme de quelqu'un, relèvent toutes les deux des relations variables entre les individus et leurs seigneurs et qui peuvent servir de fondation juridique à la non-liberté, cette troisième dimension de la franchise de Gontier, son contentement, dépend non pas d'autrui, ni d'un aspect matériel de l'existence, mais d'une interprétation métaphorique et morale de la servitude. Et c'est la vie rurale, justement, qui est censée fournir les conditions de possibilité de cette vie morale. Le poème de Vitry s'inscrit dans un courant culturel de la fin du Moyen-Âge qui idéalise la vie rustique, la représentante à l'image de l'âge d'or, comme un espace égalitaire, doté d'une innocence qui fut perdue ensuite ou ailleurs. Outre l'influence de la pastorelle, nous pouvons apercevoir dans ce texte les traces de la littérature classique. Grâce aux trois couronnes d'Italie, les glogues virgiliennes connurent une résurgence au XIVe siècle.
mais c'est surtout les georgiques que nous reconnaissons ici. À la fin du livre 2, le poète des georgiques loue les cultivateurs de terre, fortunatus nimium, tant à la forme, avec les constructions au négatif, qu'au contenu, ce qui manque aux cultivateurs de Virgile, la splendeur matérielle et le pouvoir, et ce dont il jouit, l'innocence et la paix. Vitry semble s'inspirer du mention célèbre, faisant d'ailleurs de celui-ci un ministre français précoce. Le travail dit georgique est loué dans un autre texte classique, l'Économique du pseudo-Aristote, qui a pu être connu de Vitry dans la traduction latine de Guillaume de Morbecque du milieu du XIIIe siècle. Là, nous lisons que les biens pris de la terre sont les meilleurs, et en plus, ces biens sont justes puisqu'ils ne proviennent pas de la violence ni de la guerre. Une idée qui est présente également dans les georgiques. Nous observons une mise en valeur semblable de la vie rurale dans la préface au Liber Ruralium Commodorum de Pietro de Crescenzi, un traité d'agronomie qui s'inspira des ouvrages classiques de Palladius et de Varron, composé au début du XIVe siècle pour Charles II d'Anjou. Ce texte connut un grand succès et fut traduit en français pour Charles V en même temps que l'œuvre morale d'Aristote. Dans la préface, l'auteur affirme que « Quod omnium rerum, excibus aliquid acquiritur, nihil est agricultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine libero dignius ». Le Ruralium livre un enseignement pratique quant à la cultivation des vignobles, le soin des animaux et la gestion des prés et des bois, entre autres, et les images qui ornent quelques exemplaires de luxe, comme celui-là, mettent en valeur, ça c'est de la traduction, mettent en valeur son côté didactique. Il ne s'agit pas, ou pas uniquement en tout cas, de devenir réellement un bon cultivateur de terre, mais plutôt un bon, c'est-à-dire savant et éthique, cultivateur de ces terres, ses dépendants, ses sujets. Si d'un côté, cette tradition met en exergue une version fantasmée du cerf rural, d'une simplicité et moralité exemplaires, d'autres textes permettent de comprendre ce que veut dire Vitry par cerf de cour, expression qui, à ma connaissance, ne circule pas avant lui. Antérieurement au commencement du XIVe siècle, le terme cerf, employé comme substantif, se limite pour la plupart au contexte religieux, dans le sens d'être le cerf de Dieu, ou socio-historique. D'après ce que j'ai pu déterminer, celui qui fait du poète amant de la lyrique courtoise un cerf est le contemporain célèbre de Vitry, Guillaume de Machaut. Plus jeune que Vitry d'une dizaine d'années, Machaut fut l'auteur de centaines de poèmes dits à forme fixe, plus de 20 motets et une douzaine de dits, œuvre qui s'étale sur 5 décennies, des années 1320 à la mort du grand poète survenu en 1377. Sans nous soucier de la question d'influence, nous nous intéresserons aux images et aux idées que partagent ces poètes et qui permettent à la figure du cerf de gagner en signification dans son contexte lyrico-courtois. Je me concentre sur des textes plus anciens de Machaut, ceux qui furent composés plus ou moins à la même période que le dit de Franc-Comtier. La Louange des Dames, titre donné à l'ensemble de poèmes à forme fixe de Machaut, dont la plupart, presque 200, furent écrits avant les années 1350, s'avère pénétré par le thème du service amoureux. Le chant royal 5, dont je vous donne une strophe, nous offre un exemple. Si Priamours, qui s'est loyalement et longuement les servit, sont faussés, et servent encore de si vrais sentiments que tous me veuillent en son service usé, quelle pitié fasse en madame ouvrée, tant que merci en puisse recevoir, ou que la mort me fasse tout savoir. Ici, le poète supplie et sert amours, mais c'est l'emploi du pronom féminin, elle, au vers 31, introduit de l'ambiguïté entre amours et la dame, qui domine et dispose du poète. Dans la ballade 59, le poète se présente explicitement comme le cerf de sa dame. La critique a longtemps remarqué la confluence entre le service poétique et amoureux,
mais sans, à notre connaissance, employer le mot serf, ni à relier le contexte courtois à la réalité concrète de la servitude. Afin de développer ce lien, regardons un autre ouvrage de Jeunesse de Machaut, Le Remède de Fortune, dont se dit un jeune poète écrit une chanson à la louange de sa dame. L'ayant entendu un jour, la dame lui demande qui l'a composé. Le poète, saisi d'indécision, répugne à mentir à sa dame, mais n'ose pas non plus lui avouer son amour. Alors, il fond en larmes et s'enfuit. Se retrouvant dans un beau jardin, le poète fait une complainte au sujet de Fortune, qui ne séjourne, ans, tourne, retourne et bestourne, tant qu'au dessert met celui qui gisement en lourne, le surmonté au bas retourne, et le plus joyeux, mat et morne, fait en podeur. Quand il a terminé sa complainte, devant lui surgit une belle dame qui se révèle être Espérance. Celle-ci conseille longuement au poète les moyens de se soustraire du pouvoir de Fortune. À la fin du remède, fort de ses enseignements, le poète revient auprès de sa dame, à qui il déclare son amour. À la conclusion du poème, le poète jure sa loyauté à bon amour. « Je te fais hommage de main, de bouche, de courage, quand tes liges serrent redevables, fins, loyaux, secrets et stables. » Voici le rite d'hommage féodal réalisé vis-à-vis bon amour, établissant un rapport entre le poète et celle-ci qui est analogue à celui entre le lige serf et son seigneur. Ce vocabulaire n'est pas son rapport aux nouvelles formes de servitude économique et légale qui émergent, d'après Nicolas Carrier, au cours du XIIIe siècle et qui se répandent à la fin du Moyen Âge. L'analyse de Carrier révèle que les documents d'affranchissement distinguent entre la condition de lige et taillable, d'une part, et d'autre part, celle de lige et franc. Différence qui démontre que, paradoxalement, la ligeté peut être compatible avec la liberté. Dans quel sens donc le poète du remède serait-il le lige serf de bon amour? Nous proposons que cette expression souligne à la fois les conditions et le caractère noble du poète, qui prête librement et de sa propre volonté hommage à bon amour, ainsi que la durabilité de son attachement à elle. La condition du lige serf se distingue nettement d'une autre forme de servitude que propose le texte, c'est-à-dire celle qu'impose la fortune. Dans ses conseils au poète, Espérance décrit longuement Fortune, employant les métaphores de la roue et d'une mer rageuse pour évoquer son instabilité et sa menace. Si le poète s'embarque dans une telle mer, si te met en servage de Fortune, qui tant est sage, que nul ne devient de sa cour, qui ne convient, bref et court, qu'il fasse sa franchise serve, puisqu'il fera tant qu'il la serve. À la cour de Fortune, tous deviennent des serfs. Cependant, une telle servitude n'est pas inévitable, et Espérance fournit de sages avis au poète qui lui permettront d'esquiver le pouvoir de Fortune. Le remède éponyme, dans un mot, c'est la suffisance. Le terme suffisance désigne une perception intérieure, une disposition morale plutôt qu'une réalité objective. Que cela soit le cas est illustré par l'exemple des rois qui, eux, ont plus grand défaut que n'ont la pauvre gens menus d'or, d'argent et de joyaux nus, et par défaut de suffisance, car en leur couer se voûte et lance un ardent rêve de convoitise. Espérance développe ensuite l'opposition entre la suffisance et la convoitise, observant qu'aucune richesse est capable d'un cœur convoiteux suffire et que, qui tout convoite, tout perd. L'amour, en revanche, le sentiment ou l'expérience de se consacrer à un autre assure la suffisance, car amour est capable de donner librement et en continuité de sa bonté sans jamais la réduire. Qui plus est, la suffisance a pour conséquence l'affranchissement de celui ou celle qui aime. Ainsi, amour, de suffisance enrichir et franchir, fait quer d'amis et d'amis. Ainsi, Machaut montre que se consacrer de bon cœur et de sa propre volonté à une autre personne
confère une servitude qui serait paradoxalement libératrice. Et en outre que cultiver la qualité morale de suffisance permet à l'individu de délier son bonheur et son sentiment de bien-être des dons instables de la fortune. Dans chacun de ces sens, Gontier peut bien se dire franc. Le cercle de cour, en revanche, serait celui qui se soumet à fortune, et la cour serait le lieu, par excellence, de l'asservissement d'un tel. Cette figure sera longuement développée dans un poème de Pierre Dailly, qui fait pendant à celui de Vitry. Mais avant d'y tourner notre attention, je voudrais passer un moment avec le corpus dit moral d'Aristote, dans les traductions de Nicole Orem. L'éthique, la politique et les économiques furent traduits en latin au XIIIe siècle par Guillaume de Moerbeke. Ils produisirent un impact immédiat et considérable, suscitant de multiples commentaires et adaptations. Quoique la communauté scientifique sache depuis des siècles que l'économique ne furent pas l'ouvrage du philosophe, cette attribution erronée n'affecte pas l'analyse actuelle, car pour les publics médiévaux, ces trois textes furent inextricablement liés. Dans tous les manuscrits que nous possédons des économiques, ils sont copiés avec la politique, et les deux circulaient souvent avec l'éthique. Lus conjointement, ces ouvrages livraient un enseignement fiable et pratique quant à la gouvernance de soi, de la maison et de la chose publique. Reconnaissant l'utilité de ce corpus, Charles V commanda de Nicole Orem la traduction des trois ouvrages aux années 1370. Il est possible qu'Orem ait connu le poème de Vitry, ce qui ne laisse pas de doute, en revanche, est que le dit de Franc-Côtier circula parmi les poètes ses contemporains, et que les réflexions de Vitry sur la franchise et la servitude furent en conversation avec d'autres idées en cours de développement. À ces traductions, Orem a ajouté des gloses interlinéaires. Là, je vous donne un exemple. On voit écrit texte et glose, où il a expliqué, commenté et parfois nuancé la pensée d'Aristote. L'alternance de texte et de glose, marquée dans les manuscrits au moyen des rubriques, ouvre un espace de dialogue, voire de contestation, entre Orem et sa source, en l'occurrence la définition du cercle. Le premier livre de la politique parle du rapport entre les individus typiquement désignés en français moderne comme maître et esclave, et qu'Orem appelle seigneur et serf. L'héritage de la traite atlantique rend ces passages difficiles à lire aujourd'hui, et nous verrons qu'Orem ne semble pas avoir éprouvé un moindre mal à affirmer l'inégalité naturelle des êtres humains. Au chapitre 5 du premier livre de la politique, par exemple, Aristote déclare que ceux qui diffèrent des autres de la même manière que l'âme diffère du corps ou l'être humain de l'animal sont naturellement, je cite Aristote, des seigneurs. Dans sa glose, Orem avertit le lecteur de ne pas prendre Aristote à la lettre ici, car ce qu'il veut dire réellement est que ceux dont la raison excède celle des autres sont naturellement des seigneurs. Aristote dit ensuite que certains individus se retrouvent dans une condition de servitude, non pas à cause d'une carence intellectuelle ou morale, mais parce qu'ils ont perdu une bataille et furent faits prisonniers. Pour Orem, dont la vie entière s'est déroulée devant l'arrière-fond de la guerre de Cent Ans, au cours de laquelle le roi lui-même fut fait prisonnier, une telle idée est inadmissible. Alors, il propose une étymologie alternative du serf qui vient, dit-il, du mot servando, c'est-à-dire garder, car les vies des nobles furent préservées suite aux défaites, à la différence de celles des mercenaires ou ceux de naissance plus modeste, qui souvent étaient tués. Vers la fin du premier livre se trouve une des gloses les plus longues de la politique. Orem reprend et amplifie la taxonomie des serfs dans l'optique de concilier cette condition avec les préceptes de la chrétienté. D'abord, dit Orem, nous pouvons penser la servitude et la franchise par rapport au libre arbitre que possède chaque être humain. Cette idée nous permet de comprendre la pensée d'Augustin et de Grégoire le Grand,
qui disent que Dieu a donné à l'homme seigneurie sur les animaux, puisque l'être humain n'est sujet à personne, sinon à Dieu. Ensuite, poursuit-il, nous pouvons considérer la servitude selon vertu et vice, car toutefois que la partie intellective de l'âme obéisse à la sensitive ou fait autrement contre raison, a donc et perverti l'ordre naturel en homme et est fait serf. Orem avait déjà décrit le potentiel des facultés de l'homme de se dénaturer sous l'influence du désir. L'appétit, dit Orem, peut désobéir à l'entendement ou à raison, parce que l'appétit ou volonté est aucune fois mu de entendement et raison, et aucune fois de la sensualité, comme serait par concupiscence. Et pour ce, ne est-il pas du tout sujet à raison. Le vocabulaire d'Orem, appétit, volonté, concupiscence, nous renvoie à l'idée de convoitise dont Machaut a parlé dans Le Remède et qui exposait un individu à la possibilité de devenir le serf de fortune. Quoi qu'il en soit, affirme Orem, Aristote ne parle ni du premier cas ni du second, car ceci concerne le libre arbitre de l'être humain et son rapport à Dieu. Et ce qui intéresse Aristote, en revanche, est la condition du serf en communication humaine, c'est-à-dire au sein des relations sociales. Dans un contexte social, explique Orem, un individu peut être un serf en raison de sa nature ou comme une conséquence de la loi. Il est évident, dit-il, que la nature n'a pas fait tous les êtres pareils ou avec les mêmes capacités. Alors, il est profitable, je cite Orem, que ceux qui possèdent un intellect supérieur gouvernent et que les autres obéissent. Et donc, sont profitables le Seigneur au serf et le serf au Seigneur. Nous soulignons la réciprocité du bien, du profit généré du rapport entre le Seigneur et le serf, et qui est le produit justement de leur vivre en société. Suivant Aristote, Orem représente la société humaine comme un bien fondamental. Dans notre monde déchu, les êtres doivent travailler pour subvenir à leurs besoins. Et pour ce faire, ils dépendent les uns aux autres. C'est pour cette raison qu'il existe ce qu'Orem appelle la communication, qui est un bien naturel et très excellent. En outre, c'est au sein d'eux et grâce à la société que est amitié entre gens engendrée, justice gardée, et sont faites ou exercées les œuvres des autres vertus. Ainsi, Orem nous livre un autre modèle microcosmique de la société, mais auquel manque la dimension égalitaire du rapport entre Gontier et Hélène, et qui présuppose en revanche une condition qu'on pourrait qualifier de servitude sociale. La société d'Orem présume la distribution inégale des dons intellectuels comme sine qua non de la communication, qui produit l'amitié, la justice, la vertu. Ce portrait favorable de la société humaine est troublé, cependant, à la fin de la glose qui termine le premier livre des Politiques. Ici, Orem revient à la servitude juridique qui résulte de la défaite militaire, une condition qui se transmet aux générations successives et qui met Orem manifestement mal à l'aise. Quand une personne qui est, je cite, franc de nature et de mœurs, se retrouve asservie par violence, cette situation s'oppose à la loi naturelle. Pour cette raison, dit Orem, quand un seigneur a un tel serf et il aperçoit clairement qu'il est franc de nature et de mœurs, le seigneur fait bien, c'est il lui donne franchise et liberté, quoique la loi positive n'impose nullement cette obligation. Le livre d'Économique contient un passage semblable. Là, Orem distingue entre le serf dit opérateur et celui qu'il appelle curateur. Le premier manque de prudence et a besoin de se faire gouverner, tandis que le second n'est pas serf de nature et possède de la vertu et de la raison. Orem brouille pourtant sa propre typologie en précisant que aucun n'est franc de nature et serf opératif par violence ou par pauvreté ou par autre infortune, et à tel doit être donnée liberté après certains temps déterminés. Nous voyons donc qu'un individu qui est franc de nature peut tomber en servitude,
en conséquence de la guerre, comme un effet des forces sociales comme la pauvreté, ou simplement par infortune. Ce devenir qui dissocie les qualités morales d'un individu de sa condition sociale résulte des causes hétérogènes et fortuites. Il ressemble ainsi aux opérations de la fortune. Quant à son être, un individu qui est franc de nature, mais qui est devenu serf dans ces circonstances, reste tel ou non, selon des facteurs tout aussi imprévisibles et entièrement en dehors de sa capacité de les gérer. Il faudrait d'abord qu'un seigneur aperçoive clairement qu'un serf est franc de nature et de mœurs. Mais à partir de quoi aura lieu cette aperception? Ensuite, même si un seigneur se rend compte qu'il a un tel serf, il n'a aucune obligation juridique de le libérer. Les verbes d'Orem montrent bien qu'il s'agit d'une exhortation, mais nullement d'un impératif. Le seigneur fait bien ou doit affranchir son serf. Qu'une personne se retrouve ou reste ou non dans une condition de subjection dépend, en fin de compte, des caprices de la fortune. Et que dire d'ailleurs du Seigneur qui refuse de libérer un serf qui ne mérite pas de l'être, qui n'aperçoit pas la qualité morale de son serf, ou, ce qui est pire, la voit mais s'obstine à le maintenir dans sa servitude. Ces échecs moraux de la part du Seigneur vis-à-vis son serf feraient peut-être de celui-là, je propose, un tyran. La glose d'Orem conclut avec un passage qui s'effondre en équivoque, qui expose l'instabilité et les contradictions qui caractérisent la condition du serf. Aucun peut être serf du tout, de corps et de bien et à toujours, et aucun non pas du tout, mais seulement de bien, ou de tous, ou de partie, si comme par tribu, ou à certains temps, ou à certaines œuvres, et par louage, etc. Et selon ce, peut être un homme simplement serf, ou simplement franc, ou moyennement. Et le moyen peut être varié en moult manières, tant en servitude naturelle comme en servitude légale. La netteté initiale de cette taxonomie, qui divise les serfs en deux types, aucun, se fragmente avec une série d'alternatives, ou, et des conditions partielles ou intermédiaires, moyennement, elles-mêmes variables selon de multiples critères. Orem semble totalement défait par la résistance des catégories du serf à tous ses efforts pour l'élucider. L'impression que suscite ce passage, que le serf est toujours entre deux, voire plusieurs chaises, fait écho à d'autres expressions paradoxales que nous avons vues, telles que lige-serf ou serf de cour. Les difficultés d'Orem suggèrent que le serf occupe une condition instable, produite dans le contexte des relations sociales et sujette à des forces et des structures d'oppression et de marginalisation multiples. C'est avec ces idées à l'esprit que nous pouvons maintenant aborder le poème de Pierre Dailly, qui reprend et adapte celui de Vitry en mettant en relief les tensions qui sillonnent la condition du serf. Vers le tournant du XIVe au XVe siècle, Pierre Dailly composa un poème qui, dans tous les manuscrits et éditions que nous possédons, circule avec son modèle, formant ce que Giovanna Angeli appelle un dittico inscindibile. Il est évident que Dailly les a conçus ainsi. Il emploie la même structure métrique que son prédécesseur et il adopte la même mise en scène que Vitry, privilégiant la perspective d'un poète témoin qui décrit une scène et offre son jugement. Dailly reprend également le lexique de Vitry, tout en développant la portée morale du poème et en déplaçant Gontier pour s'axer plutôt sur la figure du tyran. Il offre une définition inattendue du serf de cour, qui ne renvoie plus uniquement à celui qui se trouve sujet au tyran, mais qui est devenu le tyran. Le commencement du poème de Dailly signale immédiatement sa filiation avec celui de Vitry, et voici les premiers vers de chacun de ces poèmes. Nous voyons que la disposition des rimes est identique, mais les rimes A chez Dailly, épouvantable, s'opposent diamétralement au sens de la même rime chez Vitry, où on trouve délétable. Le paysage luxuriant de Vitry est devenu un site dénué, terrible, battu par le vent,
tandis que la scène domestique n'est plus la borde portable de Gontier, mais la haute table du Tyran. Ainsi, Dailly met en exergue les contrastes entre la condition, les circonstances et la disposition de son Tyran par rapport à Gontier. Comme dans l'original, le Tyran s'inscrit dans une micro-société, mais celle-ci est bien malheureuse. Il est avironné de familles pompeuses, pleines de fraude, d'envie, de murmures, vide de fouet, d'amour, de paix joyeuse, servent et subjuguent par convoitise ardure. Le lexique de la plénitude et de la carence, dans un sens moral, souligne ce que possède la famille et ce qui lui manque. La famille est asservie, mais non pas au tyran, du moins non pas explicitement. C'est à convoitise ardure qu'elle se trouve assujettie. La servitude qui découle de la convoitise nous rappelle la cour de fortune dans le Remède de Machaut, ainsi que la description de Nicole Lorem de la manière dont le désir peut corrompre le libre arbitre de l'être humain. Quant au tyran, dans l'absence de l'amour qui est censé dériver des liens de parenté, il craint la trahison et ne se fie en personne. Gontier, en revanche, avait déclaré « Je n'ai peur de trahison tissue sur beau semblant, née qu'empoisonné souhait ». Certains facteurs qui avaient déterminé la franchise de Gontier, sa suffisance et son amour réciproque et sincère, sont absents. Comme le poème de Vitry, celui de Dailly met en scène un repas partagé. À la différence pourtant de Gontier et de sa Dru, qui avaient joui des produits simples de la nature, on offre au tyran vin et viande sans mesure, chars et poissons, hotchis sans manquise, bruits et sauces de diverses tinctures. Mais le glouton n'a même pas faim. Au contraire, il partout guette et advise pour appétit trouver, et quière manière comment sa bouche de lécherie esprise son ventre emplisse. La manière dont le tyran examine les tables à la recherche de quoi que ce soit qui pourrait assouvir son désir figure une convoitise qui dépasse l'alimentaire. Dans la 3e strophe, Dailly écrit que rien ne satisfait le tyran, car tant convoite, tant quiert et tant désir, qu'en rien qu'il est n'a vraie suffisance. Cette série de verbes, guette, advise, quiert, convoite, quiert, désir, acquérir veut, souligne la cupidité tourmentée du tyran, dont les désirs ne se limitent pas à la seule nourriture, mais s'étendent au pouvoir politique. Acquérir veut, ou royaume, ou empire. Comme Jean-Claude Muntaler a écrit, je cite, « L'appétit du tyran est la métaphore de son égoïsme, source de cette cupidité qui le pousse à tout s'approprier. » Fin citation. L'insatiabilité du tyran contraste de manière brutale à la déclaration simple de Gontier, « C'est assez », et son insatisfaction nous rappelle les mots d'Espérance dans le Remède de Fortune, qui avait observé que les rois sont plus indigents que la pauvre gente menue, car privés ou incapables de suffisance. Ainsi, le tyran et sa famille pompeuse illustrent l'idée qu'à la cour de fortune, tous et toutes sont asservis. Un autre texte, incontournable pour les poètes de la fin du Moyen-Âge, nous permettra d'étaler les liens entre fortune et le tyran. Il s'agit du Roman de la Rose, un summa poétique et philosophique de plus de 20 000 vers octosyllabiques, composé par 2 auteurs différents au XIIIe siècle. Outre son rappel très clair au poème de Vitry, le commencement du texte Dailly renvoie également à un moment précis du Roman de la Rose, à savoir la description par raison de la maison de fortune. Au cours du discours très long de raison, dans la partie de Jean de Main, elle déclare à l'amant, tout comme Espérance plus tard dans le Remède de Machaut, qu'elle est en mesure de le fortifier contre la roue de fortune s'il est seulement capable de suivre ses conseils, et raison de présenter cette force aussi puissante que terrifiante. Et voici le commencement de la description de la maison de fortune. Le mot périlleuse chez Dailly, situé à la rime, fait écho à cette description de la maison de fortune. Dans chacun des poèmes, un chastel chez Dailly ou une maison dans la Rose se pose de façon précaire sur une roche au-dessus d'une mer rauque et tempétueuse.
Raison décrit longuement cette mère avec des détails que nous avons repris par Machaut avant d'élaborer les qualités de la fortune, qui est contradictoire et instable, si perverse, dit Raison, que parfois elle punit les bons et élève les mauvais aux positions de pouvoir et de prestige. Raison cite à titre d'exemple Néron, dont les faits infâmes et la mort éventuelle, aux mains, je le note, de ses propres sœurs, illustrent de manière flagrante le caractère capricieux de Fortune. Néron est assujetti à l'action arbitraire et amorale de Fortune, et en même temps, il subjugue les autres à ses propres fantaisies mercuriales, effectuées violemment, telle sa décision de faire éviscérer sa mère afin de voir d'où il est venu. La cour, telle que la représente Dailly, est un lieu de désir non maîtrisé, de manque d'amour et de menaces de violence ou de trahison. Le tyran et sa famille se retrouvent tous asservis à la convoitise. Privés ou incapables de suffisance, ils sont sujets à fortune. En même temps, le tyran sert lui-même d'analogue à la fortune. Son chastel est une reprise évidente de sa maison, et sa propre dépravation et violence produisent la servitude des autres. Le poème de Dailly se termine de manière semblable à celui de Vitry, mais en prenant tout de même ses distances. Las, trop mieux vaut de franc-entier la vie, sobre léesse et nette pauvreté, que poursuivre par hors de gloutonie, cours de tyran, riche malheurté. Nous pouvons constater la reprise de l'exclamation de douleur, las, et une comparaison fondée sur la valeur relative de deux choses. Mais les termes de l'opposition ont changé. Non plus fondés sur une identité fixe, ni sur les catégories juridiques libres-non libres, ni sur le binaire franc-serf. En effet, le mot serf n'apparaît pas dans le poème de Dailly. La comparaison met en rapport une différence d'état ou de manière de vivre. Sobre léesse et nette pauvreté versus riche malheurté. Celle-ci poursuivie par hors de gloutonie, à cours de tyran. Le déséquilibre entre les termes de la comparaison et l'introduction d'un verbe de mouvement et d'intentionnalité souligne la précarité de la franchise, qui n'est jamais définitivement acquise, mais qui s'avère, en revanche, menacée par les dispositions et la puissance morale d'une personne, par la cour, conçue comme un lieu qui produit la non-liberté, et par les forces externes, incarnées ici par le tyran. De ce point de vue, le franc serait moins le pendant du cerf que son double unheimlich. En effet, le cerf n'est pas uniquement ou exclusivement subjugué, car cette figure détient également une certaine capacité à transformer la condition des autres, par exemple en exposant ou en produisant la dégradation morale du Seigneur. Au chapitre 4 du livre 1 de la politique, Aristote décrit les divers types de seigneurie, ce que Oren traduit comme princi, soulignant l'idée que toujours le princi est meilleur, qui est des meilleurs sujets, si comme princi sur homme est meilleur que ne est princi sur bête. Et Oren d'élaborer dans sa glose que, par ce à perte que plus digne et plus excellente chose est, être prince et seigneur sur bon que sur mauvais, et sur noble et sur franc que sur serf. Et pour ce, tyrannie et vile seigneurie, car en tel, tous les sujets sont serfs. La logique de cette ultime phrase n'est pas évidente. Le fait de gouverner sur des serfs fait-il du seigneur un tyran, ou bien le tyran transforme-t-il ses sujets libres en serfs? Il semblerait que le cerf et le tyran se constituent mutuellement. Nous concluons, quoique de manière provisoire, avec une citation du roman de la Rose, vers la fin duquel l'amant dit « Ainsi va des contraires choses, les unes sont des autres gloses, et qui l'une en veut définir, de l'autre, lui, l'y doit souvenir. Ainsi est-il du couple franc-serf, deux états instables qui se construisent et se contredisent mutuellement. Pour nos auteurs de la fin du Moyen-Âge, le cerf n'est pas autre ou ailleurs. Il réside au contraire au cœur même de la cour, déstabilisant les hiérarchies, exposant la vulnérabilité de ceux qui se veulent francs. Ceux-ci ont besoin de produire en continuité la catégorie et la réalité du cerf,
afin de conforter leur propre hégémonie culturelle, économique et politique. Et avec d'autant plus d'urgence que les crises théologiques, biologiques, politiques et économiques de leur époque provoquent un sentiment d'angoisse et une conscience de leur propre assujettissement aux forces aveugles de la fortune. Je vous remercie. C'est nous, bien sûr, qui te remercions, chère Daisy, pour cette très brillante démonstration. On voit bien qu'on ne peut pas attendre de l'histoire, y compris l'histoire la plus positive et la plus robuste, tant cette question de la servitude et de la liberté aujourd'hui est compliquée dans l'historiographie, évidemment. Elle l'était déjà au temps de Marc Bloch, elle l'est davantage encore avec les travaux historiques que tu as cités. On ne peut pas donc attendre de l'histoire qu'elle stabilise cette zone que tu dis si bien d'incertitude et d'instabilité telle que tu l'as saisie au miroir de la littérature. Mais j'ai particulièrement aimé le fait que pour aller de l'un à l'autre et pour arriver à cette conclusion très forte, pas seulement d'ailleurs pour les textes que tu étudies, mais d'une certaine manière pour l'impression qu'ils peuvent donner aujourd'hui de cette co-construction entre la servitude et la tyrannie, l'un d'une certaine manière se justifiant et se construisant sur l'autre, que tout cela passe effectivement de Philippe de Vitry à sa reprise par Pierre Dailly, par ce moment doctrinal assez compliqué, en somme, où Nicole Orem, dans sa glose, se débat avec un texte qu'il comprend sans le comprendre, qu'il ne peut pas vraiment comprendre, parce que, d'une certaine manière, il renvoie, que ce soit Aristote ou le pseudo-Aristote, à une situation antique où l'esclavage n'est pas la servitude médiévale. Et de ce point de vue-là, je trouve que ta manière de considérer justement la servitude comme, on dirait aujourd'hui, finalement une condition d'incertitude, c'est-à-dire une instabilité de statut qui ne renvoie pas à la solidité juridique que les historiens de la vieille école espéraient pouvoir trouver dans l'opposition entre serfs et francs, que tu puisses effectivement au miroir de la littérature retrouver cette instabilité, me paraît vraiment tout à fait caractéristique de cette manière, de ce style de recherche que je présentais tout à l'heure en disant voilà combien tu étais l'infatigable défenseuse des dialogues entre littérature et histoire. Et ça me faisait penser d'ailleurs à la manière dont les historiennes et les historiens de l'Antiquité se débattent aussi aujourd'hui avec cette question de l'esclavage, qui a fait une allusion rapide, mais par rapport à la traite. On voit bien que la traite atlantique, dans une histoire comparée de l'esclavage, telle que Paulin Ismar l'a proposé dans son livre « Les mondes de l'esclavage », apparaît aberrante et monstrueuse, et que d'une certaine manière, l'intérêt de la démonstration comparative de ce point de vue-là, c'est de faire saillir l'exception atlantique, l'aberrante exception atlantique. Mais si on revient aux travaux de Paulin Ismar sur l'esclavage, son dernier livre, personnel, celui-là, non pas collectif comme les mondes de l'esclavage, mais personnel, qui s'appelle Le miroir d'Oedipe, rentre parfaitement en résonance avec ce que tu dis, puisque, au fond, il montre que on serait bien en peine dans la littérature antique de trouver une justification de l'esclavage. L'esclavage est une donnée naturelle qui n'est jamais nulle part justifiée, qui n'a pas à produire ces justifications, et que pour, d'une certaine manière, lire, relire, c'est-à-dire reconstituer en fait une idéologie esclavagiste qui n'existe pas plus au Moyen-Âge que dans l'Antiquité, il faut pratiquer ce que Paulin Ismar appelle l'entrelecture, c'est-à-dire aller lire parfois très loin
de l'Antiquité. Il propose une entrelecture par Brecht, par Faulkner. Donc là, on retrouve effectivement des formes contemporaines d'esclavage américain, pour essayer de resituer justement cette idéologie manquante qu'est le discours de justification de l'esclavage, qui, pas plus au Moyen-Âge qu'à l'Antiquité, ne se laisse appréhender directement. Bon, alors voilà, ton entrelecture est évidemment plus resserrée, plus étroite, puisqu'il s'agit de textes qui sont contemporains de Nicole Orem, mais je trouve vraiment remarquable par la méthode et par la démarche, cette façon que tu as de revenir à la question de la vulnérabilité, à ce dilemme de la tyrannie qui, moi, effectivement, mais toi aussi je le sais, t'obsède, qui a aussi des référents antiques. C'est-à-dire comment, chez Xénophon, comment chez tous les auteurs, les tragiques évidemment, tous les auteurs gréco-romains, le tyran finit par être pris au piège de la peur qu'il inspire. Et toute cette question de la redoute, du prince redouté, qui finit par être enfermé par justement la crainte qu'il inspire et qu'il suscite, et qui est doublement redouté parce qu'il est isolé et parce qu'il est craint, tout cela effectivement se retrouve dans ce que tu as si bien analysé sur ces échos entre le Chastel de Vitry et de Pierre Dailly. Si bien d'ailleurs que cette question de la vulnérabilité, évidemment, dans une dialectique du maître et de l'esclave, ils s'échangent mutuellement leur incertitude et leur vulnérabilité. Et contre ça, effectivement, il y a la franchise. Et évidemment, ces textes sur les francs, le franc-gontier, c'est évidemment très beau. J'ai une question, j'aurais 1000 questions, mais c'est pas à moi de nécessairement toutes les poser. Est-ce que la franchise, en fait, est-ce que le fait de dire que celui qui se contente, et la formule du contentement, c'est assez, et qui peut effectivement aimer Hélène, et que Hélène l'aime simplement, sincèrement, librement, à ce moment-là, en langue, déjà, pardon, je te pose la question, mais ton français est tellement admirable que c'est à toi que je m'en remets, la franchise désigne déjà à ce moment-là, dans cet état de la langue du XIVe siècle, la liberté et la sincérité. Donc je dirais que pour quelqu'un comme Gontier, ce discours au sujet de la suffisance serait en partie un moyen... il s'agit d'un discours des puissants. Et donc je pense qu'en partie, dire que les serfs peuvent être contents dans leur servitude s'ils éprouvent à l'intérieur cette suffisance est une manière détournée de justifier la servitude. Mais je pense qu'en même temps, elle sert comme une moyenne de dire que ceux qui se veulent francs ne sont pas non plus exempts de la servitude, mais d'un autre type. Et donc, la suffisance, dans la mesure où elle peut assurer une certaine franchise, c'est peut-être plutôt du côté de ceux qui sont déjà francs au niveau juridique, oui, que par rapport à ceux qui se trouvent dans une condition de servitude. Cela me fait penser un tout petit peu à la fin de La Cité d'Éden, où Christine Épison dit aux femmes qui vivent une situation difficile avec un mari difficile de se patienter. Donc je pense que c'est une manière d'assurer le status quo et finalement de ne rien changer. Oui, mais évidemment dans cette
c'est la question générale disons, de l'idiotie, c'est-à-dire que dans un texte médiéval, quand on parle des simples gens, la simplicité, enfin, on ne sait jamais d'une certaine manière où mettre le curseur entre le mépris et la reconnaissance d'une sincérité de comportement et de mœurs, par contraste avec une littérature, tu le montres bien, qui est de toute façon mue par la hantise anticuriale. En fait, c'est ça qui dérègle tout. C'est la cour et ce qu'on n'appelle pas encore la servitude volontaire, oui. Mais enfin, en tout cas, cette manière de rendre les puissants dépendants de la faveur. Oui. Pour moi, là où il y a une lueur d'espoir, ou plus positive, c'est dans le texte de Machaut, où c'est Bonamour qui dit que se consacrer à un autre être humain est un moyen, en fait, de s'affranchir ou de jouir de la suffisance, du contentement, et pas forcément dans le contexte courtois ou érotique. Mais je pense que l'idée de se mettre à côté, de se mettre seconde et de privilégier les besoins, l'être d'une autre personne, que ça peut mener quelque part, même je pense à notre actualité. Oui. Et évidemment, on a aussi envie de t'entendre sur, je dirais, l'autre partie du miroir, c'est-à-dire, voilà, la littérature médiévale, c'est bien connu, c'est le roman de la Rose et le roman de Renard, et donc qui a aussi, en tant que c'est une épopée, non pas de la faim, mais de la convoitise, et que c'est un rapport, effectivement, que l'on redéfinit aujourd'hui en termes environnementaux, des rapports entre convoitise et suffisance. Oui. Dans le roman de la Rose, dans le roman de Renard, il y a des figures de cerfs aussi, suffisants, de vilains. Oui. Ce ne sont pas eux qui sont les plus affamés par rapport, effectivement, à la prédation de Renard. Donc, il y a aussi... d'une certaine manière, un effet de miroir avec cette littérature-là. Totalement, je trouve, oui. Et on confronte aujourd'hui le problème des désirs illimités. Oui. Oui.